Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Elisabeth Partichot. On va parler des retraites, bien sûr, d'Emmanuel Macron, de votre contre-réforme, mais Ségolène Royal a un peu éclipsé votre actualité hier. C'est la règle, elle est bientôt libérée de son poste d'ambassadrice des pôles. Vous avez trouvé votre candidate pour 2022. Joliment dit, libérée. Oui. Alors d'abord, sur cette affaire, il y a deux affaires. Il y a une première affaire sur laquelle je ne veux pas faire de commentaires, qui est la saisine du parquet national financier. Nous sommes dans une démocratie et il est logique que, y compris le pouvoir judiciaire, fasse son travail quand il suspecte quelque chose. Et donc, très bien, il fait son travail, qu'il rende ses conclusions, qu'il les rende publiquement, que ce soit le plus transparent possible. Ça, c'est le premier point. Puis un deuxième point qui est le sujet de son limogeage. Qui devrait intervenir dans les prochains jours. Le 24 janvier en Conseil des ministres. Exactement. Et donc, là, de quoi s'agit-il ? On peut être quand même étonné, parce que le pouvoir nous dit qu'il y a un devoir de réserve pour les diplomates. Bon, on pourrait l'entendre, effectivement, ce n'est pas nouveau. Mais ce devoir de réserve, c'est un devoir de réserve à géométrie variable. Quand Ségolène Royal, il y a quelques mois, soutenait la liste de La République En Marche pour les élections européennes, c'était formidable. Il ne fallait surtout pas lui faire la remarque. Et désormais, puisqu'elle critique avec sévérité cette réforme des retraites, là, il faut la limoger. En gros, le devoir de réserve, c'est un devoir de soutien. C'est ça que demande le gouvernement. Et donc, cette façon de considérer nos institutions, l'ensemble des principes qui régissent la vie normalement démocratique, sont à chaque fois contredits par la réalité de ce gouvernement. Cela dit, une Ségolène Royal qui, comme vous le dites, critique ouvertement, de façon répétée, le gouvernement, est-ce que ça n'est pas logique qu'elle doive en tirer les conséquences et partir ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de logique quand même ? Il y a une forme de logique à une condition. Est-ce qu'elle pouvait rester, autrement dit, à son poste ? Est-ce que vous trouvez normal qu'il y a quelques mois, alors qu'elle avait la même fonction, elle puisse venir soutenir la liste européenne de Madame Loiseau, qui était la liste de La République En Marche, sans que le gouvernement n'y trouve à redire ? Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est quelle est la règle. Donc, pour vous, le devoir de réserve, c'est une neutralité absolue, et dans le positif et dans le négatif. C'est plus logique pour une ambassadrice nommée par un gouvernement qu'elle soutienne ce même gouvernement plutôt qu'elle ne le critique. Non, le rôle d'un ambassadeur, ça n'est pas de soutenir politiquement un gouvernement, pas plus qu'il ne saurait être question pour un préfet de police de Paris, je pense à Didier Lallement, qui lui-même explique qu'il est dans un camp. Ça n'est pas son camp, ça devrait être la République, point barre. Le reste, c'est du cinéma. Et donc, enfin, c'est pas du cinéma. Ça vous a choqué ? Ça m'a plus que choqué. Je ne comprends pas qu'on puisse accepter qu'un préfet, en France, qui est au service de la République, notamment un préfet de police qui est chargé de la sécurité, non pas du gouvernement, mais celle de tous les Français, puisse à un moment dire « j'ai choisi mon camp, et mon camp, c'est celui du gouvernement ». Non, non et non. Elle est perçue comme une menace, Ségolène Royal ? Et si oui, pourquoi ? C'est vraisemblable de la part du gouvernement. Je pense qu'ils imaginent que toute concurrence est en réalité un problème, et donc je les imagine très bien se poser cette question de cette façon-là, mais ça n'est pas la bonne façon. Vous avez votre candidate à la présidentielle. C'est ce que je vous demandais il y a quelques instants. Ah, je ne sais pas, vous êtes très rapide. Moi, je pense que avant même de se poser la question de savoir qui, il faut savoir pourquoi. Et pourquoi faire ? Parce que les Français, la question qu'ils se posent aujourd'hui, ça n'est pas vraiment de savoir qui sera le candidat. Il y a aussi une question d'incarnation, vous savez bien. Il y a les deux. Il y a une ligne et une incarnation. Je le sais bien. Voilà. Mais je sais aussi, Elisabeth Partichot, enseignée par l'histoire, je sais aussi que la question de l'incarnation, quand elle vient tôt, en général, ça se finit mal. Mais ça aurait de la gueule, non ? Ségolène Royal, candidate de la gauche. Écoutez, je vous laisse à votre appréciation. Moi, ce que je vous dis, c'est que pour l'instant, la question n'est pas posée. Voilà. J'adore. Votre enthousiasme est manifeste quand on évoque l'avenir de Ségolène Royal pour représenter la gauche et pourquoi pas les socialistes. Ce sera à Ségolène Royal le moment venu de dire ce qu'elle entend faire. Mais vous, vous n'êtes pas très partant. Luc pour l'instant, Carvounas, ce que j'aimerais savoir, c'est que, j'aimerais savoir quelle est la position que défendrait éventuellement Ségolène Royal. Donc pour l'instant, sur quoi par exemple ? Sur tous les sujets. Je ne suis plus prêt. Non mais soyons clairs, Elisabeth Partichot. Je ne suis plus prêt à me poser exclusivement la question de l'incarnation. Ça, c'était le temps d'avant. Avant, on était derrière quelqu'un et on le suivait corps et âme, quoi qu'il arrive. Donc elle est quelqu'un d'avant. Et donc la question. Donc c'est un peu quelqu'un qui date d'avant Ségolène Royal. Donc avant on faisait comme ça et maintenant on fait autrement. Maintenant on se pose la question de savoir pourquoi faire. Et tout ce que je fais depuis 1 an et demi à la tête du PS, c'est d'éviter la question des hommes, de revenir aux écuries présidentielles, parce que ça c'était absolument
terrifiant. C'est ce qui a conduit le PS là où il en est aujourd'hui. Et donc, on commence par s'unir sur l'essentiel, sur le fond, et ensuite, on verra qui est le mieux placé pour le porter. Socialiste qui a quand même été conduit aussi à porter un président à l'Élysée. Donc, c'est vrai, mais voilà. Donc, pas seulement. Un mot encore. Luc Carbounas, ancien candidat à la primaire de votre parti à la présidentielle. Voilà ce qu'il dit ce matin dans les colonnes du Parisien. Quand on est à 6%, c'est-à-dire le Parti socialiste, on arrête de se tirer la bourre et on prend les meilleurs. Sous-entendu, Ségolène Royal. Quand on est à 6%, effectivement, on arrête de se tirer la bourre, mais on ne se pose pas justement la question prématurément de savoir qui, parce que ça, c'est la meilleure façon de se tirer la bourre. Si vous voulez commencer avec des écuries, vous aurez ceux qui soutiennent X, ceux qui soutiennent Y. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soutienne d'abord un projet et qu'on puisse montrer aux Françaises et aux Français que nous avons compris quelque chose de la défaite. Parce que la défaite, ça n'est pas venu par hasard, et c'est venu notamment parce qu'ils n'avaient plus confiance dans ce que nous portions. Donc il faut d'abord porter quelque chose, être réidentifié à des sujets de fond, et ensuite on se posera la question de savoir avec qui, et le moment venu, celles et ceux qui sont les plus talentueux pourront effectivement faire valoir leurs droits. Plus fondamentalement, puisqu'on parle de la vie politique, du renouvellement, que vous essayez de l'incarner, que vous plaidez beaucoup pour ça, dernière question, est-ce que Ségolène Royal, pour vous, incarne un avenir à gauche ? Mais Ségolène Royal incarne quelque chose de puissant, c'est une évidence. Un avenir. Elle a été la femme de grandes intuitions sur la démocratie participative, sur l'environnement, il y a beaucoup de sujets qu'elle a portés avec force et courage à un moment où personne ne le faisait, sur la nation. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a matière à inspiration. Ensuite, quel est son avenir ? Je n'en sais rien. Pas plus que je ne sais quel est l'avenir des uns et des autres. Mais c'était au-delà. Est-ce qu'elle incarne un avenir ? Elle incarne le passé, me dites-vous. Est-ce qu'elle incarne l'avenir ? Fondamentalement sur la structuration de la vie politique. Je dis qu'elle a été la femme de grandes intuitions, qu'elle est potentiellement une femme qui peut encore apporter quelque chose à la vie politique. Simplement, je ne veux pas, y compris poser un préalable qui serait qu'elle pourrait être candidate de je ne sais quelle élection présidentielle, parce que, y compris, moi je voudrais savoir ce que pensent les uns et les autres. Et pour l'instant, Ségolène Royal a eu des positions qui n'étaient pas systématiquement calées sur celles du PS. Elle a même choisi de ne plus en être membre. Donc ne me demandez pas à moi qui suis premier secrétaire du PS si elle sera la candidate du PS. Pour l'instant, c'est prématuré. Stop à la grève, a dit d'une certaine façon hier le Premier ministre. On l'écoute. La grève à la RATP et la grève à la SNCF me paraissaient sans issue et qu'elles n'avaient que trop duré. Les propositions que nous avons formulées permettent de dessiner le respect des parcours individuels et des attentes légitimes, mais nous avons fait ces propositions et je pense qu'il est temps de sortir par le haut. Il est temps de sortir par le haut, disait hier Édouard Philippe, en appelant à la sortie, à la fin de la grève. En reculant sur l'âge pivot, le gouvernement a permis cette sortie par le haut, ou pas ? Mais vous croyez vraiment qu'ils ont reculé sur l'âge pivot ? L'âge pivot est retiré du texte du projet de loi. Provisoirement. Provisoirement, ça veut dire provisoirement. Et donc, chacun a bien compris qu'il a encadré la discussion et que, en réalité, la seule variable sur laquelle ils veulent jouer, c'est sur la question de l'âge. Bon, c'est simple. Et donc, pour l'instant, on a du bricolage sur les prochaines années, peut-être, où on prendra sur le fonds de réserve pour éviter d'avoir l'âge pivot dès 2022. Mais le texte qui a été remis au Parlement parle d'un âge d'équilibre, un âge d'équilibre qui même est un âge glissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 64 ans, demain 65, 66, 67, dans les calculs qui ont été faits par tout le monde, cet âge pivot, pour la génération de ceux qui sont aujourd'hui, pour le plus petit de mes enfants, son âge pivot à lui, ce sera 69 ans. C'est ça la réalité. Laurent Berger, patron de la CFDT, a vu une victoire dans le retrait du texte de l'âge pivot. C'était pour lui un chiffon rouge. Vous êtes en désaccord fondamentalement avec Laurent Berger là-dessus. Non, je comprends que Laurent Berger ait voulu y voir une victoire et qu'il ait voulu se dire qu'il avait obtenu au moins le retrait provisoire. Il a vu, mais la victoire... il a voulu y voir. Sous-entendu quoi ? Il se raconte des histoires. Il avait besoin de ça pour se convaincre qu'il ne se trompe pas depuis le début. Je pense que Laurent Berger avait besoin de pouvoir avoir au moins un élément qui lui permette de rentrer dans une négociation avec le gouvernement, mais la réalité, personne ne peut l'ignorer. Il se trompe, Laurent Berger, en disant ça. Martichoux, personne ne peut ignorer
que le gouvernement n'a absolument pas cédé. Qu'est-ce qui a changé entre Non, décembre mais moi, je vous pose une et question janvier? juste pour Laurent Berger, puis après on passera au gouvernement. Mais est-ce que Laurent Berger, la CFDT, c'est un des syndicats qui a quasiment copiloté le quinquennat de François Hollande. Il a été vraiment un partenaire très étroit. Aujourd'hui, le Parti socialiste est en désaccord avec la CFDT. Il s'est trompé, Laurent Berger? Non, chacun est dans son rôle. La CFDT, elle porte depuis longtemps l'idée d'une réforme à points et elle souhaite avancer sur ce terrain-là. Et la réforme qui est aujourd'hui proposée n'est pas la réforme de la CFDT, c'est la réforme du gouvernement. Donc ils ont, eux, envie de continuer à négocier pour essayer de tirer vers ce qu'il est et ce que serait leur réforme. Ce que moi je crois malheureusement, c'est que à la fin, ce ne sera pas la réforme de Laurent Berger. Donc il se trompe. Ce sera la réforme du gouvernement. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne me définis pas par rapport à Laurent Berger, pas plus qu'il ne se définit par rapport à moi. Je me définis par rapport à ce que je crois. Et ce que je crois, c'est que ce gouvernement est en train de faire une réforme qui se veut une réforme systémique, pardon de ces mots un peu barbares, mais en réalité, qui cherche une réforme paramétrique, qui est une réforme où on fait simplement glisser un critère qui est celui de l'âge pour pouvoir réguler. Et c'est une réforme qui est une réforme comptable, point barre. Mais avec ce compromis qu'il a semblé annoncer, en tout cas vous n'y croyez pas, mais avec ce compromis, il a confirmé qu'il ne retirerait pas la réforme d'une certaine façon. Vous avez perdu la partie sur ce point? Mais pas du tout. Je pense que la réalité, c'est que d'abord, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Pas du tout, c'est-à-dire que vous pensez qu'il va retirer son texte? Personne ne peut dire à ce jour s'il retirera ou s'il ne retirera pas. Mais vous continuez de le réclamer? Moi, je continue à le réclamer pour une raison qui est très simple et vous devriez vous-même vous souvenir de ce que vous avez eu comme interview hier. Vous aviez sur votre plateau le secrétaire d'État chargé des retraites. Laurent vous lui posez... Pietraszewski. Exactement. Et quand vous lui posez la question, mais alors quand est-ce qu'on saura ce qui nous attend chacun? Comment est-ce que je peux savoir si la réforme qui est proposée... Le simulateur, par exemple. Le simulateur sera plus juste ou moins juste? Est-ce que j'aurai plus ou moins que ce que j'ai aujourd'hui? Et il vous répond quoi? Il vous répond, vous aurez peut-être la réponse 6 mois après le vote de la loi. Mais dans quel pays est-on? Dans quelle démocratie est-on? Quel est le parlementaire qui peut accepter de voter une réforme dont il ne connaît ni le financement, ni même les conséquences pour ses administrés? Moi, je ne voterai jamais un texte les yeux fermés. Et qui est capable de voter aujourd'hui ou de signer un chèque en blanc à un gouvernement dont le premier geste, le geste inaugural dans ce quinquennat a été précisément de venir taper les retraités via la CSG et via la désindexation de leurs pensions. Donc il n'y a aucune raison de leur faire confiance. Si vous allez sur le texte lui-même, on nous a dit mais le point va être garanti, c'est formidable. On aura une indexation sur les salaires. Lisez le texte ne dit pas cela. Il dit il y a un principe, on indexe sur les salaires, sauf si le conseil d'administration de cette nouvelle caisse universelle, en décide autrement. Et donc autant vous dire qu'il n'y a aucune garantie sur quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas avancer. Et que vous continuez à réclamer le retrait de ce texte, le retrait parfaitement pur et simple. Est-ce que vous ne risquez pour pas avoir quand même, une Olivier vraie Faure, négociation d'avoir emmené sur votre de vrais parti principes? Dans le mur? Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir emmené... Mais le mur, il est où? Parce que c'est un positionnement radical qui risque d'être contredit par la réalité, dans la mesure où le gouvernement ne va pas retirer le texte, et donc vous devrez acter un échec. Mais nous ne sommes pas majoritaires au Parlement. Donc si le gouvernement veut passer en force, il le peut. C'est une évidence. Ce n'est pas une découverte. Simplement... C'est-à-dire que le combat, il passe de la rue. Vous avez acté que la rue, ça n'est plus là, que le combat se faire maintenant, c'est au Parlement. Partout. Le combat, il est partout, il est dans l'opinion publique. Est-ce qu'il faut continuer la grève? Est-ce que, pardon, Olivier Faure, c'est une question importante parce que l'intersyndicale a dit la semaine prochaine, il y aura encore des actions. C'était sa réponse au Premier ministre qui a dit stop. Il dit non, la semaine prochaine, il y aura encore des journées d'action et notamment le 24, une grande journée de protestation. Le 24, je serai à leur côté. Est-ce que vous appelez à continuer la grève? Le 24, je serai à leur côté. Est-ce que vous continuez à appeler à soutenir la grève? Elisabeth Martichoux, je n'ai jamais appelé à la grève ou aux manifestations. Moi, j'accompagne un mouvement social. Ce n'est pas mon rôle de chef de parti de venir dire aux salariés ce qu'ils doivent faire. En revanche, quand ils prennent les moyens de se faire entendre et qu'ils manifestent le 24 par exemple, comme cet après-midi, je serai à leur côté parce que je crois qu'ils ont raison. Et donc le mur, il est où? Le mur, c'est pas savoir si on obtiendra satisfaction ou pas. Le mur, c'est le mur que dresse
le gouvernement devant des millions et des millions de Français qui vont se retrouver dans une situation incroyable. Quand même, on prendra, et le débat parlementaire, s'il intervient, s'il n'y a pas de retrait préalable, eh bien, on verra, on fera apparaître point par point, les incohérences, les absurdités, les régressions terribles que ce projet est en train de créer dans la population française. Et nous verrons bien quel est le sort que lui réserve l'opinion, parce que ce que je vois, c'est que si cette question-là n'était pas tranchée, ni par le retrait, ni par une évolution plus que sensible dans le débat parlementaire. Oui. Eh bien, alors cette question-là, elle sera effectivement renvoyée à la prochaine échéance présidentielle. Et ce sera un des débats de fond. C'est une bombe à retardement. Est-ce que c'est une bombe à retardement politiquement pour le gouvernement, pour Emmanuel Macron? C'est une bombe à retardement pour les Français parce que c'est une bombe qui est à fragmentation et qui peut dissoudre le modèle français. C'est ce qu'ils font depuis des mois et des mois, à la fois avec la loi Pacte, avec l'assurance chômage, maintenant avec les retraites. On le voit bien, ils sont en train progressivement de détricoter ce qui a été l'œuvre du dernier demi-siècle dans ce pays. Pardon, j'en reviens à la CFDT. Excusez-moi encore une fois, parce que Laurent Berger, il incarne aussi un espoir pour la gauche, peut-être au-delà du syndicalisme. Mais donc, la CFDT soutient une réforme profondément injuste qui risque de disloquer le modèle social. Elisabeth Martichoux, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils soutiennent la réforme telle qu'elle est aujourd'hui ? Aujourd'hui, quand Laurent Berger annonce qu'il est positif, le compromis, et que donc il entre dans la conférence de financement pour participer à l'élaboration d'une alternative à l'âge pivot, il le soutient, oui. Et il est pour l'âge pivot, et il est pour le système à points. Il est pour le système à points. Mais il n'est pas pour la réforme telle qu'elle est proposée. Ce n'est pas ce que j'ai compris. Moi, ce que j'ai compris, c'est que l'âge pivot et son retrait étaient le préalable à une discussion sur le reste. Mais la façon dont eux-mêmes, je ne veux pas me faire l'interprète de ce que dit la CFDT, ce n'est pas mon rôle, mais ce que j'ai compris de ce qu'ils disaient, c'est que c'était un préalable et qu'ensuite, ce qu'ils voulaient, s'ils voulaient corriger un système à points qui, par nature, n'est pas un système forcément juste, il fallait à la fois des pensions de retraite minimales qui soient au niveau du SMIC, ce qui n'est pas du tout le projet du gouvernement, et qu'il fallait, au-delà, réintroduire des critères de pénibilité, notamment ceux que nous avions, nous, introduits dans la loi Touraine en 2014, et que ces critères de pénibilité permettent de corriger. Et la discussion est en cours, mais vous avez entendu vous-même le gouvernement, ils ont déjà exclu de revenir sur les critères qu'ils ont retirés. Et ce n'est pas... Après, ensuite, il faut voir comment cette pénibilité est prise en compte, et à partir de là, on avance. Il prévoit de faire une pénibilité par métier, peut-être plutôt que par, effectivement, critères de pénibilité. Juste un mot, parce que vous dites que la CFDT est peut-être décalée par rapport à cette réforme. Est-ce que vous n'êtes pas complètement décalé quand vous allez sur une tribune avec le Parti communiste, la France Insoumise, etc., qui réclament la retraite à 60 ans. Vous, dans votre projet de réforme, il n'y a pas de retour à la retraite à 60 ans. Est-ce que vous êtes cohérent, Olivier Faure, en vous affichant avec des partis qui sont beaucoup plus radicalisés que vous et qui ne proposent pas du tout la même chose que vous ? Alors, je ne dirais pas radicalisé. On n'a pas de terroristes parmi les formations que vous venez d'évoquer. Mais qu'il y ait des projets différents, c'est une évidence. Quand j'étais à Saint-Denis, et on a beaucoup dit que moi-même, j'étais radicalisé. Mais si les journalistes étaient venus à Saint-Denis, ils auraient entendu ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait des points d'accord sur le refus de cette réforme-là telle qu'elle était proposée aujourd'hui par le gouvernement, mais que nous n'étions pas forcément d'accord sur tous les sujets. Même pas du tout. C'est une évidence. Mais pas du tout, Olivier Faure. Attendez de voir un peu, parce que nous sommes en train de travailler... Parce qu'il y aura d'autres points d'autres occasions de se retrouver, c'est ça, entre les différents partis de la gauche ? Bien sûr, parce que nous allons continuer à travailler ensemble. Et donc, il y aura des spécificités. Et ne demandez pas à un communiste d'être socialiste, ni l'inverse, ou à un écologiste de devenir l'un ou l'autre. Simplement, malgré ces différences, il y a des combats communs que nous voulons porter et ce que nous pouvons défendre ensemble face au gouvernement pour proposer une autre réforme des retraites. Parce que le but du jeu n'est pas de dire qu'on ne doit rien faire. Bien sûr qu'on doit corriger les injustices, mais on peut le faire autrement et de manière juste. C'est ce que nous avons commencé à poser, nous socialistes, hier, et ce que nous allons continuer à faire avec le reste de la gauche dans les prochains jours. Juste un mot, il y aura un coût politique pour le gouvernement municipal de cette réforme des retraites. Un mot. Je le souhaite. Je souhaite que les Françaises et les Français ne donnent pas carte blanche à ce gouvernement et ne le laissent pas gambader comme il le fait aujourd'hui, se défiant complètement de toute opinion. C'est absolument incroyable d'avoir un gouvernement qui est un gouvernement minoritaire dans l'opinion, qui n'est majoritaire
qu'au Parlement et qui considère qu'il a toute l'attitude. Ce président a été élu, rappelons-le, et je le dis d'un mot, il a été élu au 2e tour de l'élection présidentielle parce que nous voulions tous faire barrage à Marine Le Pen. Ça ne donne aucune carte blanche pour quoi que ce soit. Il doit entendre les Françaises et les Français. Merci Olivier Faure d'avoir été Merci ce matin sur LCI. À vous Pascal.